X39 AMDF2. X39 puisque c'est notre 39e programmation avec Démocratie Directe, AMDF2 puisque nous avons l'honneur de pouvoir ouvrir le bal des émissions dédiées à l'AMDF avec Alexandre Boisson, dont je vais vous présenter la personnalité et le travail haut en couleur et d'une essentialité presque vitale. AMDF, comme l'Association des mairies démocrates de France, nouvelle association que nous venons de créer avec dans le comité d'éthique des gens tels que Léo Giraud, Didier Maistreau, Philippe Ponge, Paul-Antoine Martin, Étienne Chouard, et avec comme parent un autre, Alexandre Langlois. Nous allons bientôt pouvoir communiquer lors de la création de cette association qui vise effectivement à trouver des solutions, des ressorts, des outils de démocratie directe et qui donne la parole aux citoyens qui veulent se constituer en tant que liste pour les municipales de 2026 et aussi reprendre pouvoir, refaire société, réapprendre une forme de vivre ensemble et surtout arrêter de déléguer les pouvoirs que nous n'avons plus avec la représentativité et les débordements de toute nature de nos élus. Dieu merci, il y en a des biens, comme chante Didier Super, mais malheureusement, nous nous rendons souvent compte que d'en haut de l'échelle jusqu'en bas, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, nous avons, en tant que citoyens, une mauvaise et un goût amer dans la bouche qui nous donne envie par refaire citoyenneté. Et c'est pour ça que la MDF a été créée. Et donc, cette deuxième émission, après l'Assemblée générale de création où tout le monde était là, y compris notre parrain Alexandre, nous allons dans ce deuxième épisode vous parler et vous présenter un personnage très important au niveau communal, quelqu'un avec qui nous espérons à terme collaborer si la collaboration ou la coopération plutôt soit possible. Euh, Tant sa démarche, ses questionnements, ses réponses surtout et ses solutions apportées au niveau local sont quelque chose qui nous donne envie d'œuvrer et d'écouter le savoir de cet homme Alexandre Boisson. Alors, qui est Alexandre Boisson? Alexandre Boisson est un ancien policier du groupe de la sécurité de la présidence de la République, rien que ça, de 2002 à 2011, officiant sous Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy. Il est devenu une figure publique française dont le parcours et les activités récentes reflètent une transition marquée de sécurité d'État vers un engagement pour la résilience locale. Il nous expliquera peut-être ce parcours quelque peu atypique et surprenant. Il est aujourd'hui connu pour son expertise en sécurité systémique et sa promotion de la sécurité communale, notamment via SOS Maire, dont il est le cofondateur, association créée en 2018 avec André-Jacques Holbeck. Il est également conseiller des brigades d'e-crime. Il nous expliquera ce que c'est, une association citoyenne qui sensibilise les élus et les populations à la résilience alimentaire. C'est pour ça que le travail d'Alexandre Boisson reste quelque chose d'à part, surtout dans cette approche systémique qui le caractérise. Il intervient dans des conférences et des formations via l'Institut supérieur des élus. Il a publié un ouvrage fortement remarqué sur la préparation aux crises, les cyberattaques, la résilience alimentaire et le conseil aux élus locaux. Le titre de son livre aux éditions Souffle d'Or, Face à l'effondrement, si j'étais maire, point d'interrogation. Tout un programme, vous comprenez bien que chez nous, ça fait résonance. On peut le retrouver aussi auprès d'Arthur Keller de temps en temps, il y a assez longtemps, en conférence sur les approches systémiques sociétales. Nous vous recommandons d'écouter son interview sur la chaîne YouTube de l'excellent magazine Nexus, abordant des sujets comme la crise sanitaire et la manipulation des fous, ou alors d'autres prestations sur la très bonne chaîne Spoutnik, euh, si tant est que vous ayez un VPN, puisqu'elle fait partie aussi des censures de l'État. Donc, comment ne pas commencer nos émissions dédiées à la MDF avec un personnage aussi essentiel que Alexandre? Alexandre Boisson, bonsoir, comment vas-tu pour commencer? Bonsoir, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Parfaitement, parfaitement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou à modifier dans la présentation que j'ai faite, qui est certes raccourcie, et que nous allons pouvoir développer pendant les 2 heures de cette émission? Eh bien, écoute, oui, j'ai des précisions à apporter parce que la chose évolue tout le temps, la vie d'un homme, ça évolue tout le temps, et effectivement,
Je tiens à préciser que j'ai eu un parcours de policier dans la police de proximité, donc au contact des gens des quartiers dits sensibles. C'était une sacrée expérience et c'est l'expérience que je fais perdurer aujourd'hui, c'est-à-dire la politique de la main tendue, de la compréhension, donc la vraie sécurité. Ensuite, j'ai intégré la BAC Nuit Paris. Alors, la BAC Nuit Paris en 2000, c'était pas celle qui s'illustre aujourd'hui. C'était quand même autre chose, hein. C'est vrai qu'à l'époque, fallait pas faire trop de bavures, sinon on passait tout de suite au bœuf carotte. Donc, je tiens à préciser que la BAC N75 à mon époque, c'était pas celle d'aujourd'hui, et notamment proche de nous, les interventions qu'on a pu voir avec les Gilets jaunes. Puis après, j'ai intégré le groupe de sécurité du président de la République. Donc j'ai fait 5 ans de protection de Jacques Chirac et seulement 4 ans avec Nicolas Sarkozy parce que je suis parti de mon plein gré avant la fin, parce que ça ne correspondait plus à mes valeurs que de protéger cet homme-là. J'ai toujours eu un cœur social, ne pas confondre avec le socialisme, hein. C'est juste que l'autre, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que j'ai pu avoir un parcours dans la police de proximité. La protection des miens et des autres, ça m'intéresse. Et effectivement, même quand j'étais à l'Élysée, je m'occupais d'enfants en fin de vie ou d'enfants atteints de pathologies lourdes. Et mon association, l'ASC GSPR, faisait vivre à ces enfants des rêves qu'ils n'osaient pas rêver. Au niveau d'autres détails qui ont été abordés, la crise Covid a été extrêmement révélatrice de comportements humains. C'est pour ça que j'ai fait une émission pour le magazine Nexus sur la manipulation des foules, comment on peut hacker le cerveau de l'être humain grâce à des techniques de guerre psychologique, de guerre cognitive, en activant l'amygdale du cerveau, qui est en fin de compte un système de défense, mais qui peut être un système aussi qu'on hack pour manipuler les gens. Donc j'ai fait cette émission chez Nexus, qui m'a encore valu quelques petits soucis, mais j'assume parfaitement ce positionnement dans la société, parce qu'un policier digne de ce nom, s'il est fier de sa profession, moi c'était ma profession, n'entre pas dans la police pour protéger des mafieux, des sectaires. On est là pour être au service du citoyen, au service de sa famille, au service de ses proches, au service de ses voisins, au service de tout le monde. On n'est pas là pour assurer une carrière, être le pantin d'intérêts financiers. Mais c'est vrai que Alexandre Langlois le dépeint très très bien. Il y a une sorte d'ingénierie sociale dans la police qui fait que les gens sont tenus, les gens sont soumis, et beaucoup de policiers, trop, bafouent leurs idéaux de départ. Voilà. C'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup d'anciens policiers et gendarmes qui sont maintenant en retraite et qui, avec les réseaux sociaux, sont en train de balancer du lourd, parce que je crois que tout le monde en a ras-le-bol du trafic d'influence de certains sectaires. Ensuite, bon. Alors si je peux me permettre, de te couper, du coup, bon, policier par vocation, mais le jeune homme que tu étais voulait déjà faire et rentrer dans la police, c'était déjà chez toi en tant qu'adolescent une envie forte, ou c'est le hasard des rencontres qui t'a dirigé vers la police? Non, je dirais que c'est presque dans mon parcours de vie, hein. J'ai très jeune été confronté à des situations familiales où il fallait que je défende ma propre famille. Et donc, j'ai senti que j'étais en capacité de faire ça. Et puis après, donc, au fil du temps, la police est devenue comme une évidence pour moi, sauf que j'en suis parti parce que justement, je suis certainement trop naïf, mais moi, la défense de la veuve et de l'orphelin, ça fait sens et ça continuera à faire sens tant qu'on me prêtera vie, hein, voilà. Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que, euh, pour parler de façon abrupte, un bon flic est un flic qui est sorti du système et qui a quitté la police? Pourquoi cette lente dérive de la protection des biens et des personnes vers une espèce de recherche continuelle d'un résultat pour une carrière aboutie, mais plus du tout au service de ses concitoyens? Mais on assiste à un phénomène nouveau. La prise de conscience est nouvelle. C'est-à-dire que la police, bon, c'est multiforme, hein, et ça l'a toujours été
depuis des siècles, je dirais. Hein. Il y a une police qui veut protéger absolument le pouvoir, une police qui veut être au service des citoyens, et il y a des luttes internes. Bon. Sauf que depuis Internet et l'information horizontale, on a de plus en plus d'informations sur ce qu'est l'architecture policière en tant que telle. Et donc, en gros, il y a un éveil des consciences qui font se lever certaines personnes. Alors au début, c'est toujours minimum, hein, c'est toujours minime, hein, c'est toujours très peu de personnes, puis d'un seul coup, ça devient un élan. Mais si vous vous intéressez à l'histoire de Étienne Léandri, Étienne Léandri, qui était un gestapiste par la France, mais remis en place à la tête des services de renseignement français en off, hein, remis en place par la CIA à l'époque d'après-guerre, un mec, c'est Léandri, qui était en cheville avec Lucky Luciano, avec la pègre, hein, typiquement. Bah, on voit bien que quand vous avez des gens comme ça qui pilotent des services de renseignement, qui pilotent des services où, en principe, on protège la population, on est dans un système dysfonctionnel. Pourquoi? Parce que la République, on en parlera, la démocratie, on en parlera, c'est bien en apparence chez nous, mais on oublie les externalités dictatoriales de cette même République et de cette démocratie. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, on consomme de l'énergie, au moment où on se parle, on dispose de tout un tas de ressources, mais elles ne sont pas chez nous. Donc le sale boulot est fait par des officines, par une partie occulte des services de renseignement, qu'ils soient de la police ou de l'armée, et c'est piloté par des gens qui ont je dirais le karma ou la psychologie pour être aussi dégueulasse. Donc c'est ça qui est nouveau dans la société, c'est qu'au gré des enquêtes, au gré des révélations, au gré où on comprend la mécanique systémique de notre France, on s'aperçoit à quel point on vivait dans une illusion. Donc là, en ce moment, on est dans une phase, pour répondre à ta question, on est dans une phase d'éveil des consciences qui est extrêmement destructeur en même temps. C'est-à-dire qu'on sort de la naïveté et on rentre dans la responsabilité. Donc on sort de la naïveté parce qu'on commence à comprendre qu'effectivement, c'est bizarre, il y a des enquêtes qui s'arrêtent sur des réseaux pourris. Et puis donc, si ces réseaux pourris ne peuvent plus faire le sale boulot de prédation sur d'autres pays étrangers, quelle est notre responsabilité, nous, citoyens, ex-naïfs, pour faire tourner un système qui soit cohérent avec tout le monde, avec les intérêts des uns des autres, leur petit quotidien, etc. C'est toutes ces réflexions qui vont amener au travail de résilience des territoires. D'accord. Marc prend la parole. Tu la demandes, je t'en prie. Marc, tu avais demandé la parole. Vas-y. Oui. Alors la dernière phrase là me fait penser à enfin, il y a une question que je me pose moi, c'est est-ce qu'une société a déjà prospéré sans prédation sur une autre société? Parce que j'ai l'impression que l'exploitation de la misère humaine a toujours été un petit peu au cœur des grands empires, quoi. Ça, c'est une réflexion que je me fais et donc du coup, ça c'est intéressant votre intervention là-dessus. Mais la question que je voulais poser, en fait, c'est est-ce que du coup, vous êtes en contact avec d'autres, ex-policiers qui ont fait cette analyse sur la dérive, sur le fait qu'on est plutôt, enfin que la police peut dériver vers un service d'ordre qui protège l'ordre et donc les institutions, plutôt que de protéger la sécurité des biens et des personnes surtout? Est-ce qu'il y a tout un réseau derrière? Parce que j'ai déjà entendu d'autres ex-policiers, mais je ne sais pas si vous êtes tous en contact. On se reconnaît assez facilement. C'est-à-dire que quand on n'a pas été lavé par la corruption, qu'on n'a pas été sali et qu'on ne s'est pas soumis, on se reconnaît au coin du regard. Hein. C'est assez fascinant. Et il y a de nombreuses personnes ayant appartenu à la police, la gendarmerie, les douanes, qui en ce moment se rassemblent. Alors c'est dans un silence de cathédrale, mais effectivement, il y a des comptes qui sont en train de se régler. S'il y a autant de révélations sur Internet, alors je ne vous parle pas de la connerie des QAnon et toutes les conneries qu'on peut entendre, hein. Je vous parle vraiment de révélations qui résonnent chez les journalistes d'investigation. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers et qui ont des vengeances à prendre par rapport à des chefs qui étaient parfois membres de trucs très occultes et très illégaux, qui ont bâillonné justement des investigations qui auraient permis de faire stopper des crimes et des délits. Donc vous avez des gendarmes en Belgique qui commencent à reparler du trou. Vous en avez d'autres en France qui préparent des grosses coupes. Et oui, c'est en train de se fédérer et c'est tant mieux que ça passe sous les radars de ceux qui ne respectent pas la loi, qui n'écoutent que le chef, parce que à un moment, ça va être déterminant pour la construction de la société. Et je tiens à vous remercier, vous, ceux qui pensez mettre des maires démocrates à la tête de notre pays, parce qu'il est plus que temps qu'on fasse une chasse à la corruption
mais celles qu'on trouve à l'extérieur, mais aussi en nous. La chasse à la corruption, c'est s'intéresser à certains sujets, détourner le regard de d'autres, qui sont pourtant autant cruciaux, ces sujets. Et merci pour la question de Marc, parce que effectivement, le système de prédation sur les autres, c'est une règle absolue de l'évolution humaine, en tout cas des empires humains. La France est encore un empire, l'air de rien. Il a sa francophonie, il a encore ses intérêts économiques, cet empire, sur des pays qui sont dominés économiquement par la monnaie, par des choses qui ne sont pas très nettes. Et c'est bien naïf de certains de croire que les membres des BRICS, qui se rapprochent de l'Afrique, vont faire mieux que l'Empire français. Ça ne va pas être mieux. Donc en gros, il y a toujours ces jeux d'emprise et de prédation sur le monde. Et ce qui est dangereux pour nous aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une telle propagande sur un monde qui serait une propagande qui reprend un monde binaire où il y aurait des gentils et des méchants. Et donc nous, on serait du côté des méchants parce que les gentils, ils sont plutôt du côté des BRICS. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Pourquoi si je dois illustrer, chaque Français par jour consomme 4,3 litres de pétrole. Alors, ce n'est pas directement ce qu'on met dans la voiture, c'est ce que consomme la société. Donc, c'est-à-dire que même si vous êtes fixe chez vous, vous avez le facteur qui arrive et consomme cette fameuse proportion des 4,3 litres de pétrole par jour. Enfin bref, c'est toute la société qui consomme autant de pétrole. Et ce pétrole, par exemple, on l'importe à 99%. Donc, si ce sont d'autres puissances qui mettent la main sur les vannes de l'énergie, qu'est-ce qui reste de notre pays? Alors, il s'agit moi, je suis vraiment quelqu'un qui est tourné vers l'humain. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment qu'on puisse s'accorder avec d'autres peuples pour que justement qu'il n'y ait plus de ces systèmes de prédation. Mais avant de raconter des bêtises aux gens, avant de raconter qu'on va faire une jolie démocratie juste en changeant une virgule, il faut absolument qu'on fasse un travail de réflexion collectif pour ne pas s'affaiblir. Parce que sinon, il y aura bien des gens qui voudront faire une belle démocratie. Les puissances étrangères qui veulent récupérer les exploitations de pétrole exploitées par les Français sont très très contents de pousser ces gentils démocrates. Et puis, une fois en place, boum, on se retrouvera sous le joug de gens qui ont dans leur pays pas la même liberté d'expression, qui n'ont pas la même façon de voir le social, et on met le crédit social facilement dans ces pays-là. Bref, tout ce qui est soi-disant combattu aujourd'hui par une certaine dissidence, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial ou un nouveau, je veux dire, ça se met en place directement chez les BRICS. Il y a des villes 15 minutes à Moscou, le crédit social c'est bien en Chine, les systèmes de détection numérique jusqu'à savoir l'ethnie, on a déjà ça en Iran avec des technologies chinoises. La marque de cette technologie, c'est Tiandi. Et en ce moment, on a des gens qui nous racontent que non, mais c'est eux les gentils qui vont nous sauver. Non, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une très grosse guerre de l'information. Il est important dans notre société de prendre en compte les dysfonctionnements de notre société, qui a du sale boulot de fait, et justement réfléchir sur comment on va faire société en excluant tous les corrompus qui font le sale boulot. Et quel impact ça aura sur notre quotidien. N'hésitez pas à me couper si ça vous paraît trop conceptuel ou pas assez clair. Non, tout va très bien. On te laisse. On a l'habitude de laisser parler nos auditeurs comme quand ils interviennent et encore plus nos invités. Les longs tunnels, comme on dit ici, ne nous font pas peur. Ça nous permet de pouvoir comprendre ta pensée que l'on va développer puisque tu es. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, par contre, éteindre ton micro parce que j'ai un retour à chaque fois et je m'entends parler. Ah oui, c'est ça, c'est ton micro. Merci beaucoup, Alexandre. Donc je disais non, non, aucun problème. Tu prends le temps qu'il te faut pour expliquer et développer ta pensée. Alors, je voulais revenir à une petite question. On va pas trop s'attarder sur l'aspect sécuritaire, bien que tout cet aspect sécuritaire initial de ton travail dans la police qui t'a certainement mené à une prise de conscience des risques systémiques totales et donc sécuritaires, et donc de toutes les formes de sécurité dont on a besoin, y compris au niveau des communes, mais au niveau du national et de l'international. Tu l'as un petit peu évoqué à travers la réponse de la question sur la prédation de l'un vers l'autre et des pays vers les autres, et sur éventuellement le discours que l'on peut entendre sur les risques qui effectivement risquent à terme de ne pas être plus
plus en adéquation avec les droits de l'homme que nous l'avons été, y compris en Afrique, et c'est un discours que l'on peut tout à fait entendre. Je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière avant d'aller plus en avant, et poser une question sur la contestation, quelque chose qui m'interpelle beaucoup. On a deux façons de pouvoir contester un système, c'est essayer de le faire de l'intérieur ou c'est essayer d'en sortir. Tu as, comme Alexandre Langlois, le parrain de la DF, et je sais que vous vous connaissez, vous vous appréciez mutuellement, euh, vous avez fini par quitter une institution dans laquelle vous croyez, au sein de laquelle vous êtes battu, voire presque débattu, pour essayer à un moment de faire avancer. Pourquoi et comment avoir abandonné la lutte de l'intérieur pour sortir in fine de cette institution pour justement tracer votre propre chemin et votre propre pensée. Quels ont été les basculements et quelles ont été les impossibilités de pouvoir mener la lutte de l'intérieur? Alors, comme je te disais tout à l'heure, hein, il faut vraiment s'intéresser au système mafieux qui opère à travers différents canaux, y compris dans cette belle institution qu'est la police, parce que à partir du moment où vous avez des gens qui sont de la pègre et qui ont entré dans les ministères, on se demande où est le respect des droits et de la loi là-dedans. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont, les mafieux, les sectaires, sont protégés institutionnellement. Alors je ne parle pas au niveau de la Constitution, c'est institutionnellement par des gens de l'institution qui acceptent que des gens d'une telle noirceur puissent attenter à des gens beaucoup plus intègres. Et c'est très très difficile, le parcours d'Alexandre Langlois est plus connu que le mien, mais quand vous avez, un peu comme dans le film Matrix, des agents Smith qui peuvent passer des consignes à d'autres administrations pour vous sanctionner au niveau donc fiscal, bref, faire tout pour que votre vie soit entravée, pourrie, et que ça ait des impacts sur votre famille, c'est ce que j'ai connu. Je pense que ce qu'Alexandre Langlois a connu, c'est ce qu'il a connu aussi. Et donc, au bout d'un moment, vous avez quand même la réalité donc de votre quotidien. Vous avez votre famille qui vous dit non mais là, ça devient trop difficile pour tout le monde. Donc le combat noble, le combat chevaleresque contre une institution quand on est microscopique, au bout d'un moment, ça finit par épuiser. Et c'est tout le jeu de cette machine à broyer les gens que de toute façon vous réduire au silence d'une manière ou d'une autre en vous poussant progressivement à vous isoler, à ne plus être respecté par vos collègues parce que vous êtes trop infréquentable, parce qu'il vous arrive trop de trucs. Donc si, comme la société humaine est ainsi faite, si vous êtes, bien souvent, c'est la victime qui finit par être accusée parce que chacun est dans son petit intérêt. Le groupe est composé d'une somme d'individualités individualistes, chacun a son petit intérêt, et puis dès que vous êtes un peu teinté par le système, dès qu'on vous désigne du doigt comme un mec qui est pas trop fréquentable, il a des idées, il est idéologue, alors qu'en fin de compte, vous êtes juste quelqu'un d'intègre qui sait lire les codes pénal, code de procédure pénale, au bout d'un moment, le système gagne parce qu'il vous écrase. Et ce qui est hallucinant, hein, et on le connaît chez bon nombre de lanceurs d'alerte, c'est que ceux qui travaillent pour l'intérêt général finissent quand même broyés. Leur alerte n'est pas vaine parce que ça finit quand même toujours par faire changer un peu le système, mais c'est très sacrificiel. Donc le meilleur moyen au bout d'un moment, c'est de se déporter et de dire j'ai rien à foutre. Là, quand justement dans la police, vous avez utilisé toutes les voies de recours et que vous voyez que le système est vicié, et commencer justement à fédérer des gens, comme les résistants l'ont fait en leur époque, hein, fédérer des gens pour dire non mais là, si la corruption commence à s'emparer de l'appareil d'État, il va falloir restaurer la confiance dans les institutions en attaquant nominativement les délinquants de la concussion qui sont dans les institutions, les trafiquants d'influence, les gens sous emprise sectaire qui abusent de leur pouvoir. On dit chez les escrocs qu'ils abusent d'une qualité vraie. Et en fin de compte, c'est en étant en dehors de l'institution et en montrant à quel point on voulait respecter la loi qu'on est capable, après, de bien mettre un viseur sur les gens qui, dans nos institutions, n'ont rien à y foutre. Et c'est progressivement que les gens du quotidien comprendront
à quel point les lanceurs d'alerte avaient raison. Bien, c'est très clair. Marc, je pense que tu voulais intervenir. Oui, je voulais réagir à ça. Moi, il y a un truc qui m'inquiète toujours, c'est l'épuration idéologique indirecte. C'est un peu ce qu'on a eu pendant la crise des mesures Covid, avec du coup tous les soignants en fait qui étaient, comment dire, qui avaient une autre opinion sur la vaccination et sa nécessité, etc., qui ont été épurés du système. Pareil, dans la police, tous ceux qui étaient obligés de se vacciner, qui ont refusé, ont été épurés du système. Et donc, du coup, c'est pareil, les intègres sont épurés du système. Et du coup, j'en reviens du coup, à la question qui a été posée du coup, dans le chat, qui est comment on fait finalement pour s'en sortir et nettoyer le système policier et judiciaire, quoi, sachant qu'en même temps, on s'expose, dès qu'on combat ça, on s'expose à des représailles. Alors, quand on est dans la police, il y a des représailles directes de par les supérieurs, je suppose. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on vous a fait, mais j'imagine qu'il y a des pressions hiérarchiques. Et ensuite, j'ai aussi entendu parler, je n'ai pas de cas en exemple, mais j'ai déjà entendu parler de répression au niveau du fisc, des contrôles d'URSSAF, etc., sur des personnes qui s'opposent au pouvoir, quoi. Alors, comment on fait pour nettoyer finalement? Il faut énormément communiquer, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est le combat d'une vie. On n'est pas sûr de voir les résultats dans sa propre vie, mais c'est toujours utile de faire un acte, je dirais, d'amour envers ses proches. Cet acte soit-il incompris pendant un temps, c'est pas trop grave. L'important, c'est de diffuser l'information, comme vous le faites, c'est de fédérer, et puis surtout de faire des choses à sa mesure. Vous n'avez pas changé le système par le haut, c'est impossible. Moi qui étais garde du corps de président, bon, c'est quand même très très compliqué d'aller s'approcher du politique. Il y a tellement de carriérisme qui veut protéger donc le chef de l'État, donc que ce soit dans l'armée, que ce soit partout, tout le monde est à fond pour protéger, pour être sur la photo finish, bref, donc c'est presque intouchable. Par contre, il y a des politiques qui sont beaucoup plus à votre portée, et puis il y a surtout beaucoup de gens là aujourd'hui qui en ont marre. Et le combat, il ne peut pas se faire dans la violence physique. Par contre, sur le terrain des idées, il faut être absolument redoutable, intraitable et obtenir la victoire. Alors, quand on parle de politique, il faut bien comprendre que la politique qui est apportée, c'est celle justement que vous avez dans vos communes. Hein, la politique, ça commence là. Hein. D'ailleurs, c'est bien les maires qui signent les 500 signatures des présidentielles. C'est bien là où se prennent des décisions graves. On a vu le zèle de certains maires qui ont voulu absolument devenir des chefs de croyance, des placeurs de produits dont ils ne savaient rien, alors que des alerteurs à l'OPESCT, donc à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, ces alerteurs disaient, écoutez, on ne sait rien de ces produits. Mais vous voyez bien que il y a cet échelon politique-là, soit-il le dernier étage, enfin le premier étage de la pyramide, on y trouve des gens qui obéissent aveuglément, et cette obéissance soit-elle à contrario du droit, hein, la non-discrimination des citoyens, l'interdiction de les mettre en danger avec des produits qui sont voilà, dont on dit qu'on ne connaît pas les effets. Bref, c'est là qu'il faut agir. Le problème, c'est que tout est fait aujourd'hui dans notre société pour que les citoyens oublient l'énorme puissance qu'ils ont, c'est-à-dire la force du nombre. On ne peut rien contre la force du nombre. Je le répète, moi qui étais garde du corps, si vous mettez une foule déterminée, on ne peut rien, soit-on du GSPR, on n'est pas des Superman. Une foule déterminée qui comprend les enjeux, c'est redoutable. Rien n'est plus puissant que ça. Mais le problème, c'est que ces foules sont souvent infiltrées, manipulées pour aller sur des terrains perdus d'avance. C'est-à-dire en confrontation, en violence physique, avec des flics qui ne sont pas là pour discuter le jour où ils sont en unité constituée, mais juste pour obéir aux ordres. Et Dieu sait qu'on peut saluer beaucoup de policiers qui, à la période des Gilets jaunes, cela on n'en parle jamais, refusaient d'être des tortionnaires, des fous furieux. On ne parle jamais des trinqueurs et valeurs, donc bien sûr qu'on va parler de tous ceux qui ont salement fait le boulot, un boulot qui ont pris des initiatives qui ne se retrouvent pas dans le code de procédure pénale, donc des initiatives hors la loi. Mais il y a beaucoup de policiers qui, eux aussi, n'ont pas compris ce qui se passait, que là,
la police prenait un sale tournant. Donc pour revenir à l'échelon municipal, vous avez un policier qui s'appelle le maire, qui est officier de police judiciaire à l'article 16 du Code de procédure pénale, et celui-là, il ne faut pas lui oublier, il ne faut pas qu'il oublie ses responsabilités par rapport à la protection de ses citoyens. Et donc, c'est là où commence la démocratie. C'est pour ça que moi, j'ai choisi justement la sécurité civile. Alors moi, je dépendais, quand j'étais policier, de la sécurité publique, mais la sécurité civile, pour que vous compreniez bien, c'est la base de tout. La sécurité publique est sous-tendue par la sécurité civile. La sécurité civile sous-tend la sécurité publique. Pour être plus précis, la sécurité civile, ça va être l'anticipation des crises. Par exemple, on a vu, là, c'était hier en Espagne, au Portugal, il y a eu une très grave crise parce que Internet est tombé. Alors, quid de la cyberattaque, quid du pseudo-événement climatique. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus une leçon qui a été donnée à l'Espagne par l'aspect cyber. Et donc, les gens se sont retrouvés à un moment avec des supermarchés qui risquaient de se vider. Bon, je vous pose la question, si vous avez une problématique d'approvisionnement alimentaire, sachant que la grande majorité des Français ne s'alimentent pas chez les producteurs locaux qui progressivement disparaissent, mais cette grande majorité des Français s'approvisionnent dans les supermarchés. Si ces supermarchés sont vides trop longtemps et qu'il n'y a pas eu d'anticipation de par le maire du ravitaillement des populations, qui est pourtant une obligation dans le code de sécurité intérieure, eh bien, votre maire se retrouve avec toute une population qui manque. Et le policier qui a sa famille qui manque, je suis désolé, je parle en connaissance de cause, ne pourra plus faire son travail. Donc je le répète, sans sécurité civile, il n'y a pas de sécurité publique. Et ça, c'est l'urgence démocratique de le faire comprendre aux maires. Parce qu'on ne peut pas se permettre... Alors c'est intéressant. Pardon Alexandre, je coupe parce que si tu veux bien éteindre ton micro, ça évite pour moi les retours. Merci. C'est intéressant la direction que tu prends et il y a quelque chose quand même qui nous interroge. Comment on passe de la sécurité des personnes à devenir, comme tu l'es, au même titre que des gens comme Arthur Keller, devenu une référence au niveau, puisque ton action est tout à fait communale. Comment on passe de la sécurité des personnes à la sécurité civile des communes, où on aborde les autonomies, la résilience des communes, et tout ça dans une approche complètement systémique. Et quand on parle de systémique, on parle de la vraie systémie. Quel est le parcours à la fois de réflexion, quel est le parcours qui, en termes de compétences, a pu te faire arriver à cette forme d'excellence pour qu'aujourd'hui, à travers SOS Mère et à travers la décrime, vous arriviez à vous poser en acteur pas encore incontournable, puisque si tout maire qui se respecte voulait d'abord exercer sa fonction première, c'est-à-dire à la fois gérer la cité, mais en assurer donc sa sécurité par essence, de toutes les manières et donc de façon avec une approche systémique, comment toi tu as réussi à passer d'un espace de personnes à un espace de commune et à une approche complètement systémique? Quel est le chemin? Ce serait intéressant que tu nous l'expliques, parce que c'est aussi un chemin que nous, en tant que personnes, en tant que simple citoyen, en tant qu'administré des communes, c'est une réflexion que nous devons d'avoir comme une forme de prise de conscience ou d'involution pour que nous puissions entendre complètement ton discours. Il serait aussi intéressant d'entendre le cheminement qui t'a mené à cette approche systémique et à toutes ces réflexions et ces propositions et ces contrôles, ces audits, etc. dont tu vas nous parler par la suite, puisqu'on va pouvoir, après la longue introduction de ton parcours qui était nécessaire, essayer de comprendre le chemin fait pour qu'on puisse comprendre plus facilement le chemin que nous devons suivre en tant que citoyens. Alors, tu fais bien de me poser la question parce que c'est vraiment un chemin de vie. Quand je quitte l'Élysée en 2011, moi qui étais passionné par mon métier, je prends une très grave décision pour ma situation financière et puis même parce que j'allais me confronter à ceux que j'avais décidé de combattre directement ou indirectement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si frontal dès le départ. Je quitte l'Élysée parce que, comme je l'ai dit, moi, mon truc, c'était d'essayer d'amener de la joie et de la paix à des enfants en fin de vie. Et
je me retrouve avec un déclenchement de la guerre en Libye, ou sur des mensonges, l'installation d'une démocratie, on va tuer des enfants. Donc moi, ça, c'est mort, c'est même pas... je ne pouvais pas supporter ça. Je n'allais pas continuer à faire une petite carrière pour un salaire. Non, je valais plus que ça. Et donc j'ai quitté l'Élysée, mais j'ai voulu chercher à comprendre aussi d'où venait ce truc délirant qu'à notre époque, on fasse encore autant de guerres pour du pétrole, parce que c'était bien là le sujet. Et qu'est-ce qui faisait? Il y avait cette mécanique de prédation systématique. Voilà, dès qu'il y a du pétrole à récupérer, bah, on n'en a plus rien à foutre des humains, on les massacre, on ment, on se fait passer pour des humanistes. C'était à vomir pour moi, et vraiment à vomir. Et je ne voulais pas être complice de ça. Bon, la justice semble me donner raison sur ces acteurs de la gloriole qui croient qu'ils sont super puissants et qui finissent voilà, sur des bancs aux tribunaux aujourd'hui pour des financements pourris. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, une fois que j'ai quitté l'Élysée, je commence à m'intéresser à la mécanique de notre société, donc la fameuse mécanique systémique. Je vais être un glouton de l'information. Je vais chercher partout ce grand méchant monde que j'avais identifié, le grand méchant monde. Donc, ben voilà, ces mensonges, ces trucs atroces qu'on faisait avec le pétrole. Et puis, au gré des recherches, je vais découvrir des Arthur Keller, je vais découvrir des Pablo Servigne, je vais découvrir des gens qui analysent le système, et dont je vais surtout lire un livre qui a été fondateur pour moi, c'est L'or noir de Matteo Zano. Alors là, s'il y a des fous furieux anti-complotistes payés par l'État pour dire que les complots, ça n'existe pas, il faut quand même lire ce livre d'un mec très sérieux qui s'appelle Matteo Zano, qui démontre bien que les complots de Rockefeller ont commencé il y a bien longtemps, avec le massacre de Cleveland, pour récupérer les puits de pétrole à cette époque-là, et on est fin 1800. Et donc là autant j'ai écouté à peu près tout le monde, tout ce qui se faisait même de dissidents sur la toile en 2011, et à chaque fois je trouvais jamais de vraies raisons. Là, quand j'ai lu L'or noir de Matteo Zano, là j'ai vraiment pigé pourquoi on était, nous, notre société était aussi dépendante du pétrole. Et une fois qu'on a compris que c'est notre propre physiologie qui nous amenait à être des tels monstres, des tels peurs, eh ben on comprend mieux comment tout cela fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des belles idées démocratiques, vouloir faire autrement. Dès qu'on commence à toucher aux habitudes et au confort des gens, là, il n'y a plus personne. Ils ne veulent plus faire démocratie. C'est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour mettre les bons fondements sur une nouvelle démocratie, il faut déjà partir du constat qu'on n'est pas en démocratie, mais on est en pétrodémocratie. Et qu'il n'y a jamais eu de démocratie. Il y a toujours eu des gens dits intelligents pour décider dans des cercles fermés pour les autres. Et si effectivement on veut faire une démocratie, ben, il va falloir que tout le monde se pose la question de ce qu'il décide et en quoi il se met en responsabilité pour faire une nouvelle démocratie. Donc, je vais rencontrer des Arthur Keller, je vais même faire des conférences avec lui, je vais rencontrer Stéphane Linou, Linou, qui a donc fait un travail exceptionnel sur le manque de résilience alimentaire des territoires. À l'époque où je le rencontre, c'est en 2018-2019, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il alerte sur ce sujet. Moi, ancien garde du corps de président, je vais dire que le président de la République n'est absolument pas protégé dès lors qu'il n'y a pas assez de résilience alimentaire sur les territoires. Et si la femme et les enfants appellent le garde du corps qui est en mission pour dire « chérie, rentre à la maison, on est en danger, il n'y a plus rien dans les magasins, les gens se foutent sur la gueule, il faut arrêter le délire. Oh, il n'y aura que 2-3 abrutis de garde du corps qui resteront, le reste, la majorité rentrera chez elle. Pardon. Donc, c'est bien, et cette alerte-là a été bien entendue par certains institutionnels. Parce que là, c'était indéboulonnable. Donc, j'ai rencontré tout ce beau monde. Arrive la crise Covid, et là, on va se séparer, mais une nouvelle fois avec perte et fracas, parce que je n'ai pas du tout apprécié l'attitude d'Arthur Keller, du tout apprécié celle de Stéphane Linou et tous mes anciens copains, y compris Pablo Servigne, qui a mangé facilement du pangolin, mangé facilement des restrictions de liberté, mangé tout ça. Et j'ai été très étonné. Et donc, j'ai continué à faire cavalier seul sur ces questions de résilience des territoires. Avant qu'on se sépare définitivement, je les avais conviés avec Laurent Hayet, un quatrième,
à faire une formation pour les élus, justement associer tous les sujets, c'est-à-dire que les phénomènes de changement climatique, je ne parle pas de réchauffement ou de refroidissement, mais de changement climatique se vérifient à travers les chasseurs, à travers des agriculteurs. Moi, il ne faut pas me parler de certains scientifiques dont on sait que l'on était à géométrie variable et surtout à finance variable. Par contre, moi, je suis pour cette science de l'observation, donc l'observation empirique, et donc à cette époque-là, moi, certain que effectivement, comme le disait Arthur Keller, Pablo Servigne et autres, il y avait bien des choses à faire au niveau écologique. Je vais les rassembler à l'Institut supérieur des élus pour créer une formation aux élus qui vise à donc faire plusieurs choses, travailler sur les questions de sécurité civile, laquelle réflexion de sécurité civile amène de fait à plus de résilience. La résilience entraîne elle-même des mesures pour limiter les dégâts au niveau des écosystèmes. Voilà le triptyque. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. C'est important parce qu'on peut se rendre compte que le parcours initial de certaines personnes peuvent complètement bifurquer et que ça ne remet pas en cause ni leurs compétences initiales, ni celles qu'elles finissent par acquérir. On sait que, par exemple, un systémique comme Arthur Keller est un ingénieur de formation, ce qui n'est pas du tout ton parcours, mais ce qui ne lui donne pas plus de légitimité que tu peux en avoir. Et c'est un point que je voulais aborder parce que avant de commencer à ce que tu nous parles de la DICRIM, que tu nous parles en détail de SOS Mère que tu as créé, et donc le constat que tu en as fait, les solutions que tu apportes et ce pourquoi tu ouvres le bal des émissions dédiées donc à la MDF, c'est parce que ton travail, le constat et surtout les solutions et les propositions que tu apportes semblent tellement évidentes, essentielles, qu'on se pose la question de savoir pourquoi un diagnostic et un audit n'est pas fait obligatoirement dans chaque mairie. Ce serait peut-être une des dernières questions qu'il faudrait poser dans les 2 heures que nous allons passer ensemble, mais je vais commencer par celle-ci parce que c'est quand même incroyable, puisque comme le titre de l'émission l'indique, autonomie et résilience des communes, SOS Maire, tu vas nous expliquer ça bon, de façon détaillée, mais comment se fait-il? Il n'y a même pas une obligation légale euh, de faire ce qui devrait être du bon sens, c'est-à-dire assurer la sécurité et la résilience des communes qui sont le lieu par excellence de nos vies en tant que citoyens. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ou du moins essayer de tenter d'expliquer cette absence d'obligation? C'est tout simplement que aujourd'hui, dans notre système tel qu'il est fait, en sécurité civile, il n'y a pas les mêmes sanctions que ce qu'on va étudier dans la sécurité publique. Si un maire n'a pas fait son plan communal de sauvegarde, n'a pas retranscrit les mesures dans le DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs, s'il n'a pas informé sa population que chaque foyer devait avoir un plan familial de mise en sûreté ou un plan individuel de mise en sûreté, eh ben, il n'y a pas de sanction. Par contre, si vous voyez un feu rouge, vous aurez une sanction. Donc en gros, le système est assez mal fait à ce jour parce que cette obligation d'anticiper les crises majeures n'est pas sanctionnée. Si, ça le sera dès lors qu'il y aura eu un gros dégât. Par exemple, on se rappelle de certaines inondations, la faute sur mer, où un maire a pris de la prison. Mais il faut vraiment qu'il y ait eu des gros dégâts, qu'il y ait eu un battage médiatique pour qu'on s'intéresse au fait qu'il n'y ait pas eu les obligations, enfin que les obligations n'aient pas été respectées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens en roue libre qui s'en foutent. Et puis, c'est ce que je reprochais à mes anciens copains, qui sont des gens très bien. Je le répète, c'est des gens très bien. Par contre, c'est vrai que quand on a vécu la COVID, tout le monde a eu peur, on n'a pas tous la même réaction. Et puis moi, je suis quelqu'un d'aguerri face à la corruption. On ne peut pas me raconter que ça n'existe pas, la corruption. Même si on me traite de complotiste, pour le coup, les Arthur Keller, ils tiennent pas la route 2 minutes si je commence à déballer les phénomènes de corruption qui amènent à ce genre de folie, ce qu'on a vécu. Bon. Donc, une fois ça dit, pour revenir à cette sécurité civile, il n'y a pas la sanction directe derrière. Il faut vraiment qu'il soit passé quelque chose pour que ça passe au pénal. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je disais.
il y a une inondation, il y a des morts, il y a des collectifs qui se montent. Par exemple, Lubrizol. Lubrizol, c'est ce qui s'est passé à Rouen avec une centrale polluante qui a commencé à émettre des nuages toxiques. Bien sûr que ça a survolé la population. Vous pensez bien qu'on n'a pas évacué la population. Les plans communaux de sauvegarde, on se demande ce qu'il y avait dedans. Les alertes aux populations, on se demande ce qu'il y avait dedans. Et puis derrière, tout le système s'arrange pour essayer de minimiser les choses. C'est à peu près comme Tchernobyl, le nuage s'est arrêté à la frontière, etc. Donc c'est malheureusement aux citoyens de taper du poing sur la table, comme moi je l'ai fait, et je peux vous dire que à la toute petite équipe qu'on est, on a tellement tapé du poing sur la table qu'il y a eu des choses qui ont changé. Parce que c'est pas parce que vous êtes ostracisé, ce n'est pas parce que vous avez des millions de vues sur le net que pardon. Excusez-moi, je reformule. Il y a des gens qui ont des millions de vues sur le net qui ne feront jamais changer le système. Au contraire, même teintés de dissidence, ils le font perdurer. Alors qu'il y en a qui sont ostracisés, personne ne va entendre parler d'eux, on ne veut pas les promouvoir sur le net, et bizarrement, quand ils parlent, il y a des choses qui bougent. Bon, nous, on est plutôt de cette catégorie à SOS Mer. Je vous répète, c'est pas anodin qu'un ancien garde du corps de président dise que le président n'est pas protégé parce qu'il n'y a pas de résilience sur les territoires. Donc, aujourd'hui, la problématique que nous avons, c'est vraiment que les citoyens vivent dans un nuage, dans une illusion, et ne font pas démocratie aujourd'hui. Si vous prenez la sécurité civile, et justement cette question de penser le territoire ensemble, ça c'est l'article 3 de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile qui invite à le faire, c'est-à-dire que de plus en plus de solidarité doit se mettre en place pour mieux anticiper les crises à venir, qu'elles soient climatiques, technologiques ou cyber. Cette loi c'est à peine respectée parce que les gens pensent que le maire a tout prévu, sauf que le maire n'a pas tout prévu. Et puis le maire, des fois, s'en fout complètement. Il n'a pas envie d'entendre parler de ça. A contrario, il y a des maires formidables. Une nouvelle fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a des maires formidables qui sont capables de créer de la résilience sur leur territoire, donc au niveau alimentaire, au niveau énergétique, bref, qui font de la démocratie directe, qui en parlent. Qui parle de Jean-Claude Mensch, qui parle de la ville d'Ungersheim. Bon. Pour revenir à la sécurité civile, c'est hyper important de comprendre que si les parents ne prennent pas en considération les problèmes de cyberattaque et que beaucoup de mairies n'ont même pas de plan communaux de sauvegarde à jour, ne communiquent absolument pas aux populations les risques encourus, ces papas et ces mamans risquent un jour de se retrouver à dire à leurs enfants c'est peut-être la fin. C'est complètement inacceptable. Quand on a de plus en plus de gens qui veulent une nouvelle démocratie, ça commence par ça. La première des choses, c'est d'aller aux réunions publiques des communes. Vous allez voir un peu qui sont les gens en présence et de quoi ils parlent. Marjolaine Godard, qui est un pilier de SOS Mer, est allée à une réunion publique de sa commune. Sur 1 heure de discussion, 40 minutes de discussion sur les crottes de chiens. Les gens étaient là pour parler des crottes de chiens qui n'étaient pas ramassées par la mairie. Voilà le niveau d'intérêt de la population aujourd'hui. Ça va être le nid de poule, ça va être le fait que le terrain de foot n'a pas été remis au propre. Voilà, c'est des conneries comme ça. C'est pas le fait qu'aujourd'hui, des gens vivent sous le seuil de pauvreté alors qu'ils bossent comme des fous furieux. Les discussions en mairie, c'est pas ça. C'est pas non plus la sécurité de tous. C'est des choses banales. Et ceux qui devraient être les premiers à vouloir, qui veulent faire vraiment changer les choses, devraient être aux réunions publiques pour demander des comptes sur le fait que les règles soient respectées ou non. Parce qu'on ne peut pas avoir des élus qui, quand tout en haut, depuis l'Élysée, ça sonne le la sur une crise, et qui se mettent au garde à vous, ils font tout comme on leur a dit, et puis le reste du temps, il faudrait quand même faire la même chose, c'est-à-dire au moins prévoir un minimum pour manger pour les gens s'il y a une crise systémique, c'est-à-dire on est attaqué par une puissance étrangère ou des groupes de hackers, des groupes criminels de hacking, et là, du coup, pendant 3-4 jours, on se retrouve sans approvisionnement alimentaire. Je ne vous raconte pas le chaos que ça peut être en France, surtout dans un pays surarmé, avec des quartiers difficiles, dont beaucoup de quartiers possèdent des armes de guerre. Bon, donc, il faut être un peu sérieux. Donc, c'est notre affaire à tous de s'occuper de savoir si il y a un minimum pour que les gens restent, un minimum pour protéger la population. Et c'est pas l'affaire que seulement du maire, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des élus, c'est l'affaire des préfets,
Mais si depuis la base de la pyramide, il y a une voix forte qui se fait entendre, où on rappelle à la loi ceux qui sont censés la représenter, là, effectivement, c'est pas les gilets jaunes qu'on rassemble sur des places publiques à se faire éborgner, mutiler. Là, vous avez 35 000 communes qui entendent un discours clair, structuré, avec des gens qui veulent que la démocratie fasse sens, que les représentants du peuple soient alignés avec l'intérêt général. Alors pourquoi ça se passe pas dans le sens de la résilience du territoire? Mais parce que vous avez des fraudeurs fiscaux en nombre chez les gens de la grande distribution. La grande distribution, c'est la mondialisation, c'est le moins-disant social, c'est le supermarché où vous allez retrouver des trucs faits à l'autre bout de la planète par des gens que vous ne connaissez pas, traités, vous ne le savez, au niveau du droit du travail, vous ne savez pas comment, et qui vont produire à pas cher le truc que va pouvoir s'acheter la personne qui s'appauvrit en France. Vous voyez que c'est un truc qui nous tire vers le bas. Et donc, quand vous suivez les travaux d'enquête de Claude Diot et de Martine Denette, vous comprenez le système. Comment la fraude est organisée, comment elle est tolérée et comment on laisse se faire détruire des emplois locaux, des petits commerces locaux, donc notre résilience à tous. Les gens devraient être vent debout face à ça. Mais c'est comme un peu la grenouille dans l'eau qu'on met à bouillir. Au début, elle ne sent pas trop la chaleur, puis elle lui devient agréable et elle termine morte. Donc aujourd'hui, dans nos 35 000 communes, nous n'avons quasiment plus de résilience alimentaire. Tout passe par des supermarchés. L'alimentation des Français, ça passe par les supermarchés, avec les conséquences écologiques que ça a. Hein. C'est-à-dire qu'on fait venir des camions de l'autre bout de la planète, et vous, on va vous mettre des ZFE. Alors qu'il suffirait simplement de relocaliser un maximum d'alimentation, ou faire des trajets plus courts pour que déjà les émissions de CO2, les sacro-saintes émissions de CO2 soient réduites. Et puis au-delà de ça, il ne faut pas non plus s'autarciser. Le tarsis, c'est pas terrible en termes de sécurité. Ce qui est plus intéressant, et je reviens à la question de Marc tout à l'heure, c'est d'avoir comme contre-feu à la prédation des empires, des échanges entre empires. Ça peut se faire. Si on regarde sur, vous savez, une frise chronologique, l'évolution des frontières sur l'espace de 200 ans, vous allez voir que le commerce international a permis, malgré tout, que les frontières se stabilisent. Il y a très très peu de frontières qui bougent. Alors que quand vous regardez un time-lapse sur 200 ans, quand il n'y avait pas autant de commerce international, ceux qui avaient été terres pauvres allaient conquérir les terres plus riches. C'est le cas des Vikings. Bon. Donc le commerce international est hyper important, à condition qu'il soit raisonné, qu'il ne favorise pas le moins-disant social à travers la planète, que ça rééquilibre justement l'humanité. Ça vaut le coup. Mais pour ça, pour avoir une humanité qui s'équilibre, il ne faut pas qu'en France, on ait des gens qui soient complètement isolés, qui soient dépressifs, déprimés, consommateurs d'antidépresseurs et qui bouffent de la merde pour terminer à servir les intérêts de la grande pharmacie mondiale. Donc c'est pour ça que tout commence par le ventre. Et le combat que je mène depuis des années, vise à dire, si vous en avez marre du nouvel ordre mondial que vous me rabâchez à côté de mes oreilles Sarkozy, regardons ce que nous avons tous dans nos ventres. Si on a du Mars, du Nestlé, du machin, ça ne sert que les intérêts de Vanguard Group, de BlackRock, de State Street. Si par contre on a les patates à GG, là, qui est à 5 bornes de la maison, si on a de plus en plus de petits commerces qui nous livrent des produits qu'on sait mettre dans notre ventre, pour le coup, on l'éjecte, le nouvel ordre mondial qu'on ne veut pas. Et en plus, on y gagne en résilience. Et comment les maires agissent là-dessus? Il y a des exemples concrets là-dessus? Oui, on a tout à fait l'exemple d'Ungersheim. Ungersheim, bon, il y a Los Angeles aussi qui a fait des choses assez exceptionnelles, mais Ungersheim est très très cher, nous est très très cher à SOS Maire. C'est des exemples parce que c'est ça? Oui. Et puis il y a Mouansartou qui donc a commencé par les cantines scolaires. Et là, bon, je vais parler rapidement d'Ungersheim parce que je tiens à rendre hommage à ce maire qui en peut plus, qui est fatigué maintenant. Ça fait des années, ça fait 20 ans, même 25 ans qu'il est dans le militantisme, il a fait la démocratie directe avec ses citoyens, il a mis en place une résilience alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a une régie agricole communale, il fait bosser tout le monde, il a réussi à mettre en autonomie électrique sa commune, même si aujourd'hui c'est quand même revendu à EDF et que ça revient après dans le circuit, et puis bientôt en gaz. Mais le type, il est fatigué parce que ce qu'il fait, c'est du complexe, et ce qui plaît au cerveau humain, c'est le simple. Ce qu'il fait, c'est du systémique.
Ungersheim, qui n'est pas très, très loin de Mulhouse, en cas de crise, c'est génial, les habitants d'Ungersheim sont protégés. S'il y avait des immenses forteresses autour d'Ungersheim, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de forteresse. Donc les gens de Mulhouse là, qui s'en foutent, qui sont dans leur quotidien, demain ils sont privés de nourriture, ils vont où? Ils vont tous piller Ingersheim. Vous voyez que moi j'ai beaucoup d'affection, j'aime vraiment cet homme-là. C'est un type qui a tout fait, et pour autant, ce qui est en train de gagner la partie, y compris dans sa commune, c'est des idées du Rassemblement national. C'est triste, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. En fin de compte, des populations, elles veulent tout, en ayant dans le ventre le contraire. Pour les plus rebelles d'entre nous, il y a une idée de vouloir en finir avec les Davos, avec les conglomérats, cette Europe qui a été construite euh, par, par des industriels au détriment de petites unités entrepreneuriales françaises, pour parler que de notre pays. Et puis, ces mêmes gens qui veulent plus de tout ça, bah, ils vont tous à fond les ballons et consommer ce qui profite à ce système qu'il dénonce. Et quand vous avez des maires comme lui, bah, que vous le voyez épuisé, vous dites c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Tout le monde devrait au moins s'inspirer de maires comme lui. Les maires démocrates, ça devrait être que des gens comme lui, qui essaient de ramener de l'emploi local, qui essaient de permettre une vraie transition, même à des agriculteurs qui sont pas bio, qu'il invite dans son café philo, qui est aussi un petit commerce. Ça, c'est un type exceptionnel. Ça devrait être plus Aberkan. Aberkan, il vous vend quoi, lui? Et Idriss Aberkan, il vous vend que la Chine a inventé un nouveau TGV. On s'en branle de leur nouveau TGV. Ce qui est important, là, c'est de savoir comment on va protéger nos gamins. C'est, si le monde était cohérent, le vrai dissident, ce serait Jean-Claude Mensch, qui devrait être vu à des millions de vues. Et Jean-Claude Mensch, lui, il dérange. Parce que il n'est pas contrôlable, ce mec-là. Il ne peut pas avoir des millions de vues parce que son système fout tout en l'air. Il va mettre en l'air la mondialisation. Si tout le monde commence à faire comme lui sur 35 000 communes. Vous comprenez? Et puis il y a d'autres collectifs citoyens qui font des choses exceptionnelles. Moi, là où j'ai trouvé le plus de résistants, concrets, dans le sens systémique du terme, c'est des gens qui sont dans l'alternative. Alors je ne vous parle pas des écolieux bobos bidons, les mecs qui étaient super blindés, et puis d'un seul coup, ils se trouvent une âme d'écolo. Je vous parle de gens qui sont en marge, et qui sont en marge, non pas parce qu'ils ont choisi la défiance, c'est parce que la défiance de certains institutionnels les ont amenés à être en marge. Mais ces gens-là sont fantastiques. Vous allez dans certains écolieux, les mecs ils ont tout réinventé, vous vous sentez bien, vous avez de la solidarité, vous n'avez pas sorti votre portefeuille, et vous avez une abondance de services, de gentillesse, de moyens, de recyclage qui se met en place. C'est là où on doit porter notre attention aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est ces gens-là, ceux qu'on essaie de faire passer pour des séparatistes. Alors que les mecs qui passent ces lois-là, si vous creusez un peu, ils appartiennent tous à des cercles où ils sont plus ou moins sous emprise sectaire. On leur fait obéir à condition d'être justement, voilà, après de nombreuses suggestions psychologiques. Donc notre système ne fonctionne pas parce qu'on ne pose pas le regard, la masse ne pose pas le regard au bon endroit. Surtout, je parle d'une masse qui aujourd'hui est en réaction, puis on a marre de ce système qui dysfonctionne, qui est injuste, qui crache au visage de l'héritage de la résistance française. Bah, cette masse-là de rebelles ferait bien de regarder ceux qui n'ont plus dans leur ventre le nouvel ordre mondial. Alors, avant de passer la première question avec Itchak, j'aurais une question très concrète. Je reviens tout à l'heure, un petit peu en arrière. Tu as cité des textes de loi, puisque bien sûr, est-ce que tu peux éteindre ton micro, excuse-moi, Alexandre, parce que j'ai un retour, je ne m'entends pas par là. Je le fais tout Voilà, de merci. suite. Ouais, merci. Oui, donc je disais avant de passer la parole à Itchak, qui sera notre premier intervenant, euh, est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement quelles sont les obligations légales? Tout à l'heure, tu citais des textes de loi, hein, on va revenir dans cette deuxième partie sur des choses très, très, très concrètes et sur les préconisations que ton association et ton travail d'approche systémique met en avant. Quelles sont aujourd'hui les obligations légales d'un maire, mais surtout, quels sont les moyens coercitifs
que l'administré, je ne parle même pas du citoyen qui veut se constituer en liste civile ou de l'opposition éventuelle du conseil municipal en place, quels sont aujourd'hui les moyens de coercition pour demander aux maires qu'ils appliquent ces préventions, ces informations en termes d'autonomie et de résilience des communes? Il y a quelque chose de concret aujourd'hui ou on est dans un vague juridique absolu? Non, au niveau de la loi Matras, il y a de plus en plus d'obligations de faire donc des plans communaux de sauvegarde. Donc je vous donnerai, je ne vais pas vous citer par cœur tous les articles, hein, je vous donnerai la matière que vous pourrez après afficher. La loi Matras déjà a renforcé cette notion de solidarité autour de l'anticipation des crises majeures. Ça vient renforcer l'obligation de faire les plans communaux de sauvegarde et autres DICRIM. Alors, bien distinguer deux choses. Le plan communal de sauvegarde, c'est un document, c'est comme un mode d'emploi pour savoir gérer une crise. Dedans, vous avez des informations confidentielles. Par exemple, ça peut être le numéro de téléphone personnel du préfet, des choses qui ne doivent pas être transmises à la population. Le DICRIM, c'est une déclinaison de ce plan communal de sauvegarde. Le DICRIM, c'est donc l'acronyme de document d'information communal sur les risques majeurs. Et celui-ci, ce document, il est épuré de toutes les informations confidentielles, mais il est ultra tactique pour que les populations sachent quoi faire en cas de crise. Je vous donne un exemple concret. Un DICRIM, ça peut sauver la vie de vos enfants avec cet exemple concret. Pourquoi? Parce que imaginez que vous venez de déposer vos enfants à l'école, ils sont petits, ils sont à une école, vous partez à votre travail et il y a un incident sur la centrale nucléaire de la zone. Vous entendez ça à la radio. Le réflexe de la majorité des parents, ça va être de retourner à l'école. Alors, plus de la moitié des 35 000 communes de France sont des communes de moins de 500 habitants. Donc vous imaginez aisément que ce n'est pas forcément des grandes rues où tout le monde peut se stationner devant l'école, mais ça va être souvent plus des petites rues. Donc un embouteillage de parents qui viennent chercher à les écoles, sauf que l'école est vide. Et sur le même chemin, les pompiers sont bloqués parce que eux arrivaient justement pour filer la pilule d'iode qui va saturer la glande thyroïde des enfants. Donc un risque de suraccident, voire un risque mortel. Bon, si vos parents connaissent leur DICRIM, donc le fameux document d'information communale sur les risques majeurs, et si donc la mairie a bien distribué ce DICRIM et s'est assuré de l'imprégnation, c'est-à-dire la compréhension auprès de tout public de ce DICRIM, il y a de plus grandes probabilités que les parents n'aillent pas chercher les enfants à l'école. Pourquoi? Parce que dans ce DICRIM, il est stipulé qu'en cas de problème sur une centrale nucléaire, il ne faut pas aller chercher ces enfants à l'école. Ils sont pris en charge par la commune, évacués et traités par les primo-intervenants qui sont les pompiers ou autres médecins. Voilà la grande différence. Ça, c'est un cas concret. Alors, il y a bien d'autres choses. Alors, excuse-moi, je te coupe. Concrètement, moi, je vis dans une petite commune de 500 habitants, à la limite du Béarn et du Pays Basque. Je n'ai jamais entendu parler du DICRIM. Je n'ai jamais vu une simulation d'intervention. Je suis de la génération de la soixantaine. Je me souviens, je ne l'entends plus, que tous les mois, il y avait la sirène des pompiers qui sonnait pour pouvoir tester et que de temps en temps, quand j'étais à l'école, on faisait des simulations d'évacuation. Et j'ai même vu de temps en temps, quand j'étais beaucoup plus jeune, des interventions dans des villes, y compris de banlieue parisienne où j'ai grandi, où il y avait des simulations faites. Je n'ai jamais vu ça, autant que je me souvienne, depuis 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, rien n'est fait en termes de simulation, rien n'est fait en termes d'information, et pourtant, tu nous dis qu'il y a une obligation légale. On est bien d'accord? Bien sûr, et puis alors là, il va y avoir un raz-de-marée, un tsunami de questions aux élus. Alors, on va voir, hein, parce que c'est pour certains que ce gouvernement ait le courage de mettre dans les boîtes aux lettres ce fameux kit, plutôt le manuel de survie, parce qu'il ne va pas filer des sacs à dos aux gens, hein, il va juste mettre dans la boîte aux lettres un petit manuel de survie qui indique qu'en cas d'attaque nucléaire, il faut bien fermer ses portes, il faut avoir 6 bouteilles d'eau, enfin des trucs absolument ridicules. Mais cette folie, cette erreur de com monumentale, va mettre en exergue que tout ce qui est en principe prévu, donc je répète, plan communal de sauvegarde,
DICRIM, plan familial de mise en sûreté, plan individuel de mise en sûreté. Donc tous ces plans ne sont pas remplis dans les communes françaises. Vous regardez la photo donc qui était sortie dans la presse là, du sac à dos manuel de survie, c'est exactement le même que celui qui doit figurer dans le DICRIM, dans le plan familial de mise en sûreté ou dans le plan individuel de mise en sûreté. C'est un sac à dos où dedans, pour parer une crise, si vous êtes isolé des secours, parce que les secours ne peuvent pas venir pendant 72 heures vous secourir, dans ce manuel, vous devez avoir effectivement de l'alimentation, vous devez avoir des batteries, une radio, des jeux pour amuser les enfants si vous êtes vraiment isolé. Bon, bref. Mais là, le truc, là, le coup de com' pour préparer les Français à la guerre contre la Russie, ça va raviver cette question. Question qui n'était pas posée justement par les populations à leurs élus. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est la bonne question. On voit que depuis 2004, presque tous les 5 ans, et puis là ça s'accélère depuis la Covid, l'État pousse à ce qu'il y ait une meilleure prise de conscience sur les risques majeurs. Pourquoi? Parce que les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus destructrices, et elles peuvent même tuer. On appelle ça des killware. Une attaque killware, c'est ce qui s'est passé en Floride. Hackers ont pris le contrôle d'une centrale de potabilisation de l'eau en commençant à manipuler les produits pour faire que les produits deviennent toxiques dans l'eau. Je referme la parenthèse. Donc vous comprenez bien que l'État est quand même vigilant, puisqu'ils sont quand même en principe bien renseignés. Et donc l'État, de plus en plus, passe des réglementations. Avant, tout ce qui était relatif au code de la sécurité civile, code des collectivités territoriales, code général des collectivités territoriales. Donc je répète, droit à l'information, qui décline sur le plan communal de sauvegarde, le DICRIM et autres. C'est passé sous le code de la sécurité intérieure depuis peu, depuis 2022, y compris les ravitaillements en nourriture pour les populations. Je parle du code de la sécurité intérieure, c'est pas rien. Le code de la sécurité intérieure, on commence à parler sécurité nationale, défense nationale. Donc vous comprenez bien que ces obligations qui depuis des années ne sont pas prises en compte par les élus, ça va leur arriver, mais comme un tsunami qui va tout ravager, quand les gens en masse vont commencer à dire « mais moi j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un manuel de survie, on me dit que je dois avoir des réserves, où est la résilience alimentaire ?» Sachant que 4 ans après, c'est près de 5 ans après le Covid, où les gens ont quand même un peu senti que, dis donc, si les camions n'arrivent plus, ça peut vider des magasins. Les mecs, ils n'ont rien foutu dans les communes. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Je répète, mon idole, c'est Jean-Claude Mensch. Il n'y a que lui qui depuis 20 ans, est résilient, pas les autres. Il y a 35 000 communes qui vont commencer à se prendre dans la poire des questions de plus en plus dérangeantes avec des gens qui, eux, sont en défiance avec l'État pour beaucoup. Eux qui ne croient plus vraiment ce qu'on leur raconte. Eux qui, en plus, sont devenus de plus en plus incapables de gérer la frustration. Donc, ça va être un tsunami de questions posées aux élus. Alors, pourquoi les élus se comportent comme ça? J'écarte maintenant les sujets de pion. D'accord, les mecs dont parle très bien Martine Demette à travers ses enquêtes sur les délits de favoritisme. Je dirais que là, on est passé au crime de favoritisme. Donc pour les centrales de grande distribution, au détriment des plus petits producteurs qu'on assassine. Je parle plus de ça, d'accord? Je parle des élus et de leur quotidien. J'ai évoqué tout à l'heure que les réunions publiques, c'est plutôt quand est-ce qu'on répare le nid de poule de Madame Michu, parce qu'elle est encore venue 5 jours sur 7 jours de la semaine pour nous dire qu'elle n'est pas contente. Comment on fait pour les crottes de chien là, du collectif là, qui mettent là tout le temps le sujet, et les mecs, ils n'arrêtent pas de bosser. Hein. Nous, on le sait. Il y a des fois, à SOSM, on a écrit des mails, et on a une notification quand le mail est ouvert. Et beaucoup d'élus, de maires, ouvrent les trucs, il est 22h, 23h. Donc, il ne faut pas dire que c'est des fainéants. Il ne faut pas dire que c'est tous des corrompus. Il ne faut pas dire que ils sont forcément mauvais. La majeure partie est de bonne intention. Le problème, c'est que l'État est bien gentil. Quand on parle de l'État, on parle plutôt des technocrates de ministère. Ils font passer tout un tas d'obligations. Mais qui donne le mode d'emploi aux élus, aux maires? Comment on fait là pour gérer des cyberattaques qui foutent en l'air les centrales de potabilisation d'eau? Comment ça se gère?
Comment le maire va anticiper cette crise-là? Et puis, si c'est un blackout de 48 heures, 72 heures, comment le maire, qu'est-ce qui est donné au maire pour qu'il puisse anticiper ces crises-là? Ben, je vous donne la réponse, il leur est rien donné. Donc, c'est ça la problématique. Et il leur est rien donné, alors que vous avez tout un tas d'organismes, d'associations qui distribuent des drapeaux, des reconnaissances, machin, de la résilience de la ville Tartampion. Et quand vous creusez, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça que là, je ne vais pas me gêner, passer par SOS Maire pour avoir une vraie vision de la situation. Si vous voulez qu'on vous dise à quelle date a été fait le plan communal de sauvegarde de la ville de Trifouilly-les-Oies, s'il est à jour des risques, y compris des cyberattaques et du terrorisme, ah ben ça, on sait le faire. Mais surtout, ce qu'on sait faire, nous, par-dessus tout le monde, parce que là, je ne parle pas de moi, je parle d'une équipe incroyable de gens. Donc, il y a de tout dans cette équipe. Il y a des gens qui savent faire de l'intelligence collective, il y a des gens qui sont plutôt du domaine artistique, mais qui travaillent avec l'intelligence collective. Il y a aussi des anciens policiers, pompiers, gendarmes, qui en ont marre de la mise en danger de la vie d'autrui systémique. Et qui, ces gens-là, sont capables maintenant d'aller au contact de collectifs. Donc ça, c'est nous, et Géorésilient, c'est l'entreprise qui va faire justement ce genre de remise à niveau des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde avec les populations. Parce que ces plans-là, si c'est pas fait avec la population, c'est pas la peine d'en parler. Si c'est fait dans le coin. Je me permets de te couper, Alexandre. On va donner la parole à Itchagrum pour qu'il pose sa question. Tu viens de nous décrire par le menu toutes les actions correctives et de protection qui sont des actions de réaction à des dangers de toute nature, précis mais aussi systémiques. Et donc, dans la partie qui va suivre, je pense qu'on va donc attaquer les actions préventives et c'est là où toutes les propositions et l'approche systémique de ton travail va être mis en avant. On va juste faire une petite incise et on va laisser la parole à Itchagrum. Merci de ta patience. On t'écoute pour ta question ou ta réflexion concernant ce que tu as déjà entendu. À toi, Itchagrum. Oui, coucou tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà d'une parce que j'ai pas une très très bonne connexion. Oui, tout va très bien, on t'entend. Bon, nickel. Ouais, alors ce que j'ai trouvé très intéressant, hein, ce que vous avez dit, je voulais juste rebondir sur l'autonomie agricole, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation. Et pourquoi les agriculteurs sont-ils finis? Alors moi, personnellement, je crois pas que les agriculteurs soient finis, il en reste encore. Il y a encore des valeureux guerriers et des conquérants. On en a beaucoup. Alors moi, je suis de la Bourgogne. On en a énormément. On a encore des très très bons avec des bonnes terres. Et la question que je voulais savoir, c'est ce qui m'a toujours choqué. Enfin, oui, ça m'a toujours frappé. C'est pourquoi on construit pas une structure sur un terrain proche des grandes villes et tous les agriculteurs, ils viennent vendre ce qu'ils ont produit. D'une, on paiera au moins 4 ou 5 fois moins cher que dans les grandes surfaces, ça c'est sûr et certain, puisque ce sera de l'agriculture locale et d'à côté. Et puis en plus en France, on a tout. Question agriculture, on est bien loti, ça. On est numéro 1. C'est pour ça que tout le monde nous envie par rapport à ça. Pourquoi on n'a jamais fait ça? Construire une structure, même si elle n'est pas chauffée, c'est pas grave. Juste un truc, une grande structure avec de la lumière, de l'eau, des choses propres et plein d'étals. Et puis qu'on se mette tous ensemble, tous les agriculteurs. Moi, je suis pas agriculteur, hein, mais on connaît tous des agriculteurs dans le coin qui ont des terres, qui un bout de terrain, tiens, on fait ça, et puis on se met à plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc, quoi. J'ai un ami qui fait des volailles en plein air. Et ben, il a mis un distributeur et il vend les œufs par le distributeur automatique. C'est la file d'attente. Ça fait 10 ans, il fait un carton plein. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les agriculteurs se mettent pas main dans la main au lieu de courir derrière le cul de la FNSEA qui les a bien entubés depuis tant d'années. Voilà, c'est quelque chose que je comprends pas. Ça, j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'unité et que c'est chacun pour sa poche et les agriculteurs. Voilà. Merci pour ta question. Je vais répondre. Alors nous, on est en partenariat avec Philippe Grégoire qui a créé le Salut social agricole. Philippe Grégoire et nous, on travaille beaucoup justement sur ce sujet donc de la sécurité civile à destination de la résilience alimentaire. Pourquoi? Par petite incise. Les maires sont bien contents quand il y a un problème de neige sur le territoire d'avoir recours aux machines agricoles, quand il y a un incendie, quand il y a, après une tempête, un arbre qui entrave la route,
chaque fois, on va demander à l'agriculteur d'aider. Par contre, quand le petit exploitant a un souci, là, c'est plus trop le problème. Et pour autant, il y a un vrai sujet, c'est le projet alimentaire territorial. Alors, le projet alimentaire territorial, ça vise justement, pour des raisons écologiques, à la relocalisation alimentaire. Je suis vraiment désolé de te couper, vraiment. On n'a pas besoin du maire pour construire une structure et vendre. Il n'y a pas besoin de l'avis du maire, tu as un terrain, et puis Dieu sait qu'on non, et puis il y a des agriculteurs qui vont faire ça main dans la main, sans avoir besoin de l'avis du maire ou de quoi. J'ai jamais compris. Et ça ferait un carton sur maintenant aux grandes villes. C'est parce que j'ai pas pu déployer l'idée. Mais je comprends ta réflexion, hein, j'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux te dire, c'est que pourquoi c'est important de conscientiser les consommateurs? Parce que je suis désolé, quelqu'un qui a 200 € pour faire le mois avec des gamins à nourrir, pour les plus précaires, il va certainement pas chercher le poulet dans le casier automatique. Et par méconnaissance du sujet, parfois c'est moins cher d'aller chez le producteur local. Mais le problème, c'est que la majeure partie de la culture alimentaire se fait aujourd'hui par des panneaux 4 mètres sur 3, là, de la grande district qui dit si tu n'as plus de design, va chez Lidl. Alors pourquoi le maire, c'est stratégique qu'il puisse parler de résilience alimentaire du territoire? Parce que sans producteurs locaux, tu ne vas pas avoir justement cette résilience. Et pourquoi c'est un devoir d'en parler? Mais parce que en parlant, tu crées les fameuses solidarités. C'est pour ça que nous, ça nous intéresse de passer par ce vecteur-là. La solidarité, ça vise à dire que il va y avoir une possibilité, même pour les foyers les plus modestes, à un moment d'accéder à la nourriture locale. Parce que si c'est que des gens qui ont les moyens d'accéder à la nourriture locale, c'est sûr, on fait vivre des agriculteurs, mais on n'intègre pas, si tu veux, tout un tas de personnes qui aimeraient pouvoir ne plus être malades avec de la bouffe dégueulasse. Donc nous, notre sujet, c'est ça. C'est on passe par le vecteur sécurité civile pour faire comprendre que la résilience, c'est résilience pour tous. Parce que plus il y aura de consommateurs en local, plus effectivement on va réussir à fédérer des agriculteurs autour de ces sujets-là. Parce que pas d'idéalisme non plus chez les agriculteurs, on le sait quand même avec le SAMU social agricole. Il y en a beaucoup qui tirent encore dans les pattes pour récupérer la terre du voisin et qui célèbrent quand il y en a un qui s'est pendu. Donc on n'est pas non plus dans le romantisme où tous les agriculteurs seraient contents de faire ça. Il y a des gens qui ont des intérêts différents. Par contre, ce qui nous réunit à un moment, c'est quand on anticipe une crise, à un moment on se dit qu'on doit faire autrement. Et qu'il y ait crise ou pas crise, on a cheminé ensemble pour faire société autrement. Alors, je voudrais que Itchagrim, c'est bon, tu as eu ta réponse? Oui. Moi, je parle de magasin, faire de magasin. On n'a pas besoin de limiter à l'intérieur, un truc comme ça. Un magasin, là, fait avec des étals. Les agriculteurs et pas ceux qui bossent pour l'industrie. Je parle vraiment pas d'eux. Je parle des agriculteurs qui sont en train de se lancer ensemble. Là, je parle de ceux-là et tous se regrouper. Il n'y a peut-être pas de limité, mais on peut créer. L'agriculture n'est pas finie, vraiment, française en tout cas. Ok, merci. Je te demanderai de couper ton micro si tu veux bien maintenant. On a des problèmes de l'arsène. Merci beaucoup pour ta question. Donc, Alexandre, est-ce qu'on peut donc en venir maintenant, parce que tu nous as beaucoup parlé de choses très angoissantes, qui sont tout à fait légitimes, qui est, je dirais, une approche systémique des risques et donc des actions correctes. Comment au sein de SOS Mairie, dans le cadre des diagnostics suite à audit que vous faites auprès des communes qui le demandent, quel est le, entre guillemets, je sais qu'il doit y avoir forcément une adaptabilité à la spécificité de chaque commune, bien évidemment, mais entre guillemets, quels sont les grands axes des actions préventives systémiques qu'une commune devrait faire pour acquérir son autonomie et sa résilience? Qu'est-ce qui se dégage au regard de l'expérience de plusieurs années maintenant du travail que tu fais avec SOS Maire? Pour raccrocher un petit peu avec ce que dit Chagrum, moi je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie d'autonomie qui peut se faire indépendamment du maire. Et justement pour bien comprendre qu'on n'attend pas forcément une commune, mais la décision d'un maire, mais ça peut être vraiment facilitant, à condition que les enjeux soient compris. Il y a
une AMAP collégienne qui s'est fait au collège Anne-Franck à Brive-Charensac. Bon, bah là, typiquement, oui, ça s'est fait sans particulièrement avoir besoin du maire. Et ça, c'est vraiment une super étape, parce que créer une AMAP avec des collégiens, ça permet tout de suite d'impacter les parents. Donc la MAP, hein, c'est ce qui permet d'avoir recours aux produits des producteurs locaux et justement d'intéresser les enfants à cette question de l'alimentation, du travail aussi, autour de l'alimentation, parce que c'est quand même hyper important qu'on comprenne bien la difficulté d'être producteur, hein, d'élever des animaux, c'est pas simple, de faire des légumes, c'est une science, et ça doit être valorisé, et quand les enfants sont impliqués là-dedans, eh ben, naturellement, les parents en parlent. Et la map collégienne, bah, c'est quand même un sacré pied de nez au supermarché, parce que pour le coup, vous allez chercher vos mômes à l'école et vous avez en plus pas besoin de faire un détour par le supermarché, puisque là, pour le coup, vous avez tout sur place, vos mômes et vos légumes. Donc, et la bouffe en général. Donc, ça, c'est des initiatives citoyennes, mais encore faut-il qu'il y ait une vraie volonté, et puis il faut s'accrocher, parce que bien souvent, les gens ont tendance à vouloir être consommateurs, point barre, exiger parce qu'ils payent. Bon, bah là, il y a un peu d'engagement, mais alors par contre, je peux vous dire que la joie est très vite retrouvée. Si je dois prendre un exemple aussi, hein, que bon, je peux citer, mais c'est Mont-Sartoux. Hein, Mont-Sartoux, ils ont convaincu toute une ville en passant une nouvelle fois par la cantine scolaire. Plus aucun parent ne voudrait bouffer de la saloperie industrielle. Hein. Enfin, que plus aucun parent ne voudrait que leurs enfants ne bouffent de la saloperie industrielle. Alors comment ça s'est passé? Une nouvelle fois, c'est là pour le coup, c'est une commune qui a créé une régie agricole communale, c'est-à-dire qu'on emploie directement euh, un producteur de fruits et légumes et de viande, et c'est directement un employé de mairie, quoi. Voilà. Et donc après, tout ce qui est produit, ça va directement dans la cantine scolaire, mais ça peut aller aussi après dans les EHPAD. Et c'est comme ça qu'on peut reprendre une souveraineté, sans pour autant s'isoler du. Mais en tout cas, le plus important, c'est de travailler sur la conscience populaire. Et il n'y a pas besoin forcément de grands discours. Le goût, juste manger des bonnes choses, juste organiser des moments festifs où on vit le changement, eh ben, avec le goût, on fait énormément de trucs. Et le goût de refaire société autrement, c'est hyper important dans ce processus. Effectivement, tu as raison. J'ai dit pas mal de choses anxiogènes, mais nous travaillons donc pour détruire ces perspectives anxiogènes et construire justement un avenir meilleur, c'est tous ces moments-là, ces moments festifs où on fait valoir et surtout on fait prendre conscience, fait découvrir à la population qu'on peut vivre bien, on a la maîtrise, on a le pouvoir, à condition d'être en nombre et en conscience. Moi, je t'opposerais un réalisme du coup systémique et qui serait au niveau national, qui vient contrecarrer éventuellement toutes les désirs et les préconisations qu'on peut faire au niveau du local. Je m'explique. Euh, Certains de nos auditeurs ont peut-être déjà entendu parler de ce film Nos enfants nous accuseront, un documentaire qui a une bonne quinzaine d'années, euh, directe mouvance de Monsieur et Madame Bourguignon avec leur livre et leur combat sur la préservation des sols, le combat de feu Pierre Rabhi, paix à son âme, et à l'international devant Vandana Shiva ou autres. Bref, des gens qui ont lutté contre le modèle agricole du sortir de la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont lutté sur la mainmise de l'État par le biais de la SAFER, des gens qui, plus loin, enfin plus temps après et plus proche de nous, qui mettent en avant la mainmise de syndicats comme la FNSEA, les dérives du PAC. Donc là, on parle carrément au niveau européen, viennent s'entrechoquer dans ces faits, qui sont des faits, hein, c'est factuel ce que tu nous dis, mais viennent s'entrechoquer des couches administratives, des couches internationales, européennes, des accords entre les pays, des utilisations de pesticides euh,
qui sont tolérés en importation et pas dans la production française. Le détournement donc de la SAFER, pour ceux qui connaissent, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça nécessiterait une émission entière, qui était à la base censée s'occuper de remembrement et du développement de l'agriculture et des terres arables en France, et qui est devenu un objet de négociation et d'accaparement des terres et de regroupement. Notre agriculture subventionnée. Ce que l'on sait moins, c'est l'interdiction des semences reproductives, avec le fameux livre des semences où il n'y a que des hybrides F1 qui sont des semences qu'on est obligé de racheter tous les ans. Bon, bref, c'est un portrait très rapide. On pourrait rentrer dans le détail. J'invite les gens euh, qui ne connaissent pas les références que j'ai citées de faire leur propre recherche. On voit bien, en règle générale et pour faire simple, qu'il y a au niveau national et européen, et voire même des fois au niveau régional ou départemental, des obligations légales, souvent issues de la résultante de travail de lobby, de la convergence d'intérêts de certains, de l'agro-business, comme on dit, et comme on parle de Big Pharma, on peut aujourd'hui parler d'agro-business. Comment on arrive, dans le travail que tu fais, toi, SOS Maire, à pouvoir lutter sur, un petit peu comme dans la constitution citoyenne, ou dans la constitution que les nouveaux démocrates voudraient écrire, arriver à lutter contre la hiérarchie des normes, pardon. Tu vois ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est confronté à un millefeuille administratif, à un tas de lois qui viennent dans un carcan infernal, s'opposer à tout ce qu'il faudrait faire pour que nos communes soient en autonomie et en résilience. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu et nous donner des pistes éventuelles de sortie, et comment éventuellement lutter contre justement toutes ces normes qui sont au-dessus dans la hiérarchie et qui viennent empêcher cette résilience et ces autonomies des communes? J'espère que j'ai pas été trop long dans l'introduction et dans cette question, mais ça me semble deux mondes qui se confrontent, qui s'entrechoquent, et une incapacité à pouvoir cohabiter. Justement, il va bien falloir qu'à un moment donné, l'un des deux finisse par disparaître pour que soit on arrive à une autonomie et une résilience des communes, soit qu'on arrive à un combat perdu définitivement à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais nous donner ton éclairage à ce sujet? Bah, moi, je pense que soit on se met du côté de ah ben ils sont trop puissants et on fait rien, soit on se met du côté de tiens ils passeront pas leur A69 et ils ont pas réussi à foutre leur A69. Soit on se dit ah bah t'imagines c'est l'État qui nous dit que maintenant on va avoir un pass vaccinal à vie et on fait rien. Soit on se constitue en association de victimes, on les fait chier jusqu'au trognon, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Bon, bah, moi, c'est mon parti pris depuis 2018. J'ai eu du mal à être entendu. À l'époque des Gilets jaunes, j'ai eu une frange des Gilets jaunes qui s'est constituée en brigade d'e-crime. Bon, maintenant, ça s'est arrêté, mais à l'époque, c'était génial. C'était des femmes qui en avaient marre des pièges tendus par des têtes d'affiche dont on se demandait d'où ils sortaient, pour aller envoyer des gens se faire défoncer. Donc ils se sont dit non, il faut qu'on soit plus tactique. Et elles ont commencé à créer les brigades d'e-crime et à aller faire chier les maires. Pas de la mauvaise manière, mais rappeler les obligations légales. Et puis on y va une fois, deux fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, et puis au bout d'un moment, ça cède. À Bolène, typiquement, ils ont obtenu le RIC, un budget de 150 000 euros pour faire des projets tournés vers l'écologie et la résilience alimentaire. Alors après, est-ce que c'est suivi par les gens qui exigent? Ça, c'est aussi une bonne question. Mais le truc, c'est de ne pas lâcher. Soit on se met dans la posture de la victime, et puis bah, de toute façon, il n'y a rien à faire, ils vont nous passer des normes. Les portiques qui devaient se mettre en Bretagne, bon, bah, alors c'est sûr, c'était des gars de la FNSEA, les bonnets rouges, mais bon, ils ont fait tomber les portiques. Si on a décidé à plusieurs qu'il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. Hein. C'est juste parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, il y a une infiltration maligne des groupes contestataires qui visent à les rassembler et leur faire perdre du temps. Je ne vois pas pourquoi les gens perdent du temps pour aller alors qu'il y a un truc très simple à faire, c'est on va en nombre poser la question de la sécurité alimentaire et vous foutez en l'air toutes les normes à la con. Pourquoi? Parce que la sécurité alimentaire, la protection des populations, c'est naturellement des graines qui vont être reproductibles et non pas des graines F1. Donc vous limitez le sujet de cette prise d'otage biologique. Vous allez donc aller chercher
vos graines chez Cocopelli, ou alors vous allez chercher vos graines chez la ferme des 1000 variétés anciennes de Philippe Desbrosses, qui a été repris par un copain qui s'appelle Fabien Tournant, et vous allez pouvoir faire de la résilience alimentaire. Le problème des gens aujourd'hui, c'est la résignation. Et le second problème, c'est de se faire enfermer toujours dans des grands groupes qui sont pilotés par des gens qui, soit par bêtise, soit à dessein, leur font perdre du temps, ce qui fait que l'énergie de la révolte, un truc extrêmement important, parce que c'est révolte comme voltage, hein, ça remet du jus dans la société. La démocratie, ça ne peut pas être un absolu, sinon ça serait déjà une dictature, donc c'est un truc qui bouge tout le temps. Ces gros groupes-là, ça ne sert à rien. Là, je vois les trucs des feux, les gueux, mais c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes qu'on vous met en figure imposée. Il y a toujours des salles incroyables remplies de gens, alors que les petits groupes n'ont pas besoin de ça. Il suffit d'aller en petit groupe, en mairie, pour demander à ce que soit respectée la sécurité de ses propres enfants. Merde, c'est quand même pas rien. Et de dire, monsieur le maire, on va venir tant de fois qu'il faudra, mais on aura un PCS, on aura un DICRIM qui prendra en considération le fait d'avoir de la résilience alimentaire et on ne va pas laisser vos copains internationalistes. Alors là, je ne parle pas du maire, c'est plutôt très très haut niveau. Les copains de la FNSEA, les groupes Avril, etc., qui vont, eux, s'emparer de la résilience alimentaire. Non, non, on parle de gens qu'on connaît du territoire, dont on va avoir sur lequel on va avoir une visibilité pour savoir ce qui est foutu dans les champs. Et là, effectivement, là, on est dans un vrai combat systémique. Mais tant qu'on continuera à dire non, mais ah bah tiens, on va faire le Frexit. Ah ouais, bon, bah très bien, mais est-ce que ça change ce qu'il y a dans le ventre des gens? Moi, la lettre que j'avais faite à François Asselineau, elle est restée lettre morte. Et pour autant, j'ai un copain, un ancien commissaire des RG que certains commencent à connaître maintenant, Hubert Marty, qui s'est assuré que Asselineau a bien eu la lettre. Donc, à chaque fois, tous ces gens vendent du vent. Et ça ne met toujours pas en action les gens pour que sur 35 000 communes, ça c'est indéboulonnable. Vous prenez même 150 000 obéissants aux ordres des forces d'un ordre, j'exagère, je caricature un ordre, hein, qui voudraient encercler 35 000 communes, c'est impossible. Donc c'est tactiquement la meilleure solution que d'aller voir cordialement, sans violence, avec une certaine compréhension de la charge mentale des élus, et en tout cas en étant sûr et certain de pouvoir faire changer quelque chose, et d'aller voir régulièrement son maire pour demander à ce que la société change. Et ça, moi, je vous le signe, hein. Si sur les 35 000 communes, il y a de plus en plus de gens qui régulièrement vont imposer un nouvel ordre local, mais il n'y a pas besoin d'attendre les gueux, les nouveaux machins qui vont faire perdre du temps à tout le monde, faire tourner en rond sur des places publiques, merder tout le monde, et ça sera encore impopulaire. Sur le terrain des IT, il n'y a pas mieux que d'aller choper son élu de proximité. Voilà. Avec bienveillance, je le répète, avec une compréhension de quelles sont leurs problématiques. Alors, quand ce sont des associations qui, justement, se présentent dans une commune pour proposer un plan, bah, ça marche mieux que quand on y va à titre individuel. Alors, ça fait plaisir hein, ce que tu dis, puisque c'est exactement. Ah, excuse-moi si tu calmes ton micro. Merci. Je ne sais pas pourquoi on rentre en résonance tous les deux. Ça fait plaisir ce que tu dis, puisqu'effectivement, enfin, le combat ou la lutte, c'est un grand mot, mais en toute initiative citoyenne que nous menons avec Kali, Marc et quelques autres, et la création de la MDF va évidemment dans ce sens-là, où on demande aux gens non pas de donner de l'argent et de déléguer donc une quelconque manifestation d'un désaccord avec ce que nous vivons au quotidien, mais on leur demande d'involuer, donc c'est-à-dire de se reconcentrer sur eux-mêmes pour pouvoir enfin prendre en main leur citoyenneté et que plutôt que d'aller prendre les ronds-points, d'aller prendre symboliquement les mairies, de se constituer en liste citoyenne ou simplement, comme tu viens de le dire, avec bienveillance, aller demander des comptes à nos communes. Donc ça fait plaisir d'entendre effectivement quelqu'un comme toi qui partage nos analyses et qui sont, à notre avis, les seuls moyens de lutte et de combat qui nous restent, puisqu'on sait très bien que malheureusement, la façon dont ils traitent aujourd'hui les manifestations. On a vu comment les agriculteurs qui devaient prendre Paris ont été vite arrêtés avant d'arriver dans quelconque ville par les chars et les blindés de la gendarmerie nouvellement achetés. On a bien vu qu'aujourd'hui, manifester, c'est un danger pour l'intégrité physique des personnes. Donc on se rend compte que c'est un véritable problème, effectivement. Je voulais, comme on a peu de temps, tu nous as demandé 2 heures.
je voulais qu'on aborde, si tu le veux bien, deux points avant de terminer cet entretien. Je voudrais que tu nous parles un petit peu du livre que tu as écrit Face à l'effondrement, Si j'étais maire, aux éditions Souffle d'Or. Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est un livre qui donne des pistes? Et deuxième point, et après nous conclurons cet entretien pour respecter l'engagement de durée que nous nous sommes fixés. Quels sont les bilans, les perspectives que tu envisages? Marc, vas-y, passe aussi ta question, comme ça on fera un petit lot groupé pour que Alexandre puisse y répondre. Oui, moi j'avais une autre question qui était d'identifier quels sont les verrous et les pressions qui agissent sur les mairies et qui les empêchent éventuellement d'agir. Je pense notamment au fait qu'on parle des parrainages et qu'on nous dit qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les maires du fait qu'ils sortent de l'anonymat et donc qu'on peut leur tordre le bras. Alors, à quel point de vue on peut leur tordre le bras? Où est-ce que le pouvoir de la mairie nous échappe? Et voilà, est-ce qu'on peut y faire? Alors, effectivement, moi, 23 heures pile, je serai obligé de vous laisser. Et ça sera avec un grand plaisir, un grand honneur pour moi de vous parler. Petit truc, avant de répondre à vos questions, n'oubliez jamais une chose. Les Gilets jaunes ont tiré 17 milliards des poches de Macron. Donc, c'était pas un petit mouvement. Ce mouvement a été infiltré et détourné. Moi, j'ai une affection particulière pour les solidarités qui se sont manifestées sur les ronds-points. Et moi, ce mouvement n'est pas mort. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a muté dans les esprits. Après, sont suivis les soignants suspendus et militants. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent maintenant à quel point on ne peut pas laisser des gens usurper des fonctions et s'emparer de la cagnotte. Sinon, autant qu'on envoie tous, en tant que contribuables, nos impôts au séquestre. C'est-à-dire qu'au compte séquestre, c'est ce qui permet après de faire actionner la justice pour savoir si on a le droit de payer de telles sommes et pour quel intérêt. Voilà. Bon, donc une fois que j'ai dit ça, pour revenir donc face à l'effondrement, si j'étais maire, j'ai écrit un premier bouquin avec André Jacolbec parce que justement on nous parlait beaucoup d'effondrement à cette époque-là et moi j'ai toujours eu peur pour le coup de ces discours de peur donc alarmistes, cataclysmiques qui pour autant ne sont pas complètement délirants. C'est vrai qu'on a une société extrêmement fragile. Dès qu'on coupe l'électricité, tout peut se casser la figure, mais bon, pour l'instant, elle a quand même montré une certaine capacité à se relever. Mais quoi qu'il en soit, il y a d'autres effondrements, ceux de la biodiversité, qui sont à prendre en considération. Le premier opus de Face à l'effondrement, si j'étais maire, c'était vraiment pour donner des solutions. Mais le deuxième opus est carrément un nouveau livre. Et là, si vous prenez la couverture de Face à l'effondrement, si j'étais maire, il y a des guillemets. Alors pourquoi? Parce que je l'ai écrit avec Marjolaine Godard. Marjolaine Godard, c'est un pilier de SOS Mère et la cofondatrice de Géo-Résilience. Et son histoire est fantastique parce que justement, elle, en tant que maman, elle avait peur de ces histoires d'effondrement. Et quand elle a voulu rejoindre SOS Mère en 2019, elle ne savait pas comment faire. Facilitatrice graphique et facilitatrice en intelligence collective, elle a réussi à transcender les peurs et maintenant, elle est moteur pour faire que les collectifs s'encapacitent. Alors, c'est quoi l'encapacitation? C'est sortir de la résignation, c'est dire aux gens, mais vous êtes dignes, arrêtez de vous faire insulter de rien, de sans dents, et ainsi de suite. Mettons-nous autour de l'anticipation des risques et regardons au loin. Et là, on s'aperçoit que les gens se relèvent, ils deviennent puissants. Et c'est toute cette puissance que, justement, certains cabinets de conseil, certains monstres qui viennent de services très spécifiques, qui savent justement manipuler les masses, c'est cette puissance qu'on essaie de faire oublier au peuple. Parce que quand vous allez envoyer des gens perdre leur temps, se faire éborgner, là, vous apprenez l'impuissance. C'est l'impuissance éprise, c'est une technique de torture psychologique. Vous faites comprendre que le peuple n'est rien et qu'on peut le renvoyer chez lui. Le peuple n'est pas rentré chez lui. Il s'est restructuré à travers une frange, c'est les Gilets jaunes, mais à un moment, c'est monté à 3 millions de personnes, et 3 000 esprits qui commencent à penser qu'ils vont faire autrement, 3 millions d'esprits qui commencent à penser faire autrement, pour ceux qui adorent l'ésotérisme, c'est un sacré égrégore qui s'est levé. Bon. Donc, le monde va changer, sauf que maintenant, il faut arriver à regarder là où il faut.
Et il faut rejoindre des collectifs qui paraissent un peu en marge, mais qui veulent faire société. C'est pas parce qu'ils n'ont pas une coupe de cheveux républicaine que c'est pas des gens dignes d'être entendus. C'est pas parce qu'ils portent des sarouels ou des hijabs ou je sais pas quoi qu'ils ne sont pas dignes d'être entendus. Et quand justement de plus en plus de gens iront porter comme nous faisons à SOS Mère, le regard chez eux, parler avec eux et voir comment ils ont fait société autrement, je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont comprendre que le peuple n'est plus impuissant du tout. Alors maintenant, pour clôturer sur l'histoire des maires pris en otage de subventions, c'est comme ça qu'on tient les maires. Vous comprenez bien que le maire, il est entre le marteau et l'enclume. Il y a ce qui descend du ministère de l'Intérieur, qui passe par la préfecture et qui arrive jusqu'à chez lui. Et puis, il y a cette population qui est extrêmement consommatrice de la démocratie. Donc, on ne parle pas de démocratie à partir du moment où on est consommateur. Le citoyen, c'est un acteur. Alors, bien sûr, pour des raisons de structure, à l'article 3 de notre Constitution, on a des représentants, parce que si on devait rentrer à des millions dans les places publiques ou dans les institutions publiques, ça serait compliqué. Et il y a beaucoup qui ont oublié que décider politiquement de son avenir, c'est pas juste parler des crottes de chiens qui nous dérangent en réunion publique, lors d'une réunion publique en mairie. Dire, nous, on veut plus que Madame van der Leyen décide de la couleur de nos fleurs. Voilà. On ne veut plus que des industriels fassent ça. Et si vous avez des millions de Français qui font remonter ça depuis les mairies jusqu'aux préfectures, jusqu'au ministère, ben vous avez un peuple debout. Voilà. Donc, la prise d'otage qui est exercée sur les maires avec les subventions, pour l'instant, c'est parce que la masse est molle. En dessous, elle est molle. Il y a eu des cahiers de doléances qui ont été écrits par les Français et certains ont décidé de les cadenasser. Eh bien, il y a des mouvements pour les ressortir, ces cahiers de doléances. Et moi, j'ai rencontré des gilets jaunes constituants. Là, ils n'en sont plus à la doléance. Ça va être des cahiers d'exigence. Alors, si effectivement, sur les 35 000 communes, il y a des gens qui sont debout, qui sont capables très régulièrement, avec bienveillance, de manière structurée, de penser l'avenir en l'exigeant et en prenant la mesure aussi de ce qu'est notre pétrodémocratie. Je termine là-dessus. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une pétrodémocratie. C'est-à-dire que vous coupez l'énergie, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus qu'un chaos. Donc, il faut bien prendre la mesure de ce qu'est le systémique sur nos territoires, sur la France, et puis ce qu'est la France au niveau systémique dans le monde. Et arrêter de faire de la promotion de nos ennemis qui veulent parfois récupérer l'énergie dont on dépend en France. On doit, à terme, réduire notre dépendance à l'énergie qu'on a de sale manière, mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, on n'est pas prêt. Et ça se prépare, et c'est avec des territoires résilients. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire, et on arrive à l'heure de 23h. Et voilà, une rectitude toute militaire. Merci beaucoup, Alexandre. Si tu veux bien couper ton micro, ça serait gentil. Merci. Merci. Bon, et en tout cas, merci à toi, Alexandre, pour ces 2 heures que tu as bien voulu nous accorder. On reste bien évidemment en contact car je pense que dans d'autres occasions et dans d'autres émissions, nous serons appelés à évoluer avec des débats avec plusieurs intervenants et ce sera avec plaisir si tu acceptes de nous octroyer un peu de temps que nous collaborerons avec toi dans ce type d'émission de débat et peut-être d'une coopération avec l'Association des mairies démocrates de France. Ton propos nous semble à tous vital, essentiel, de bon sens, et ça fait plaisir d'entendre des discours qui soient à la fois euh, réels, parfois difficiles à entendre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, anxiogènes, mais aussi les solutions que tu apportes. J'invite tous nos auditeurs et tous ceux qui nous ont nombreux, qui nous réécouteront, puisque ce soir il y avait beaucoup de contre-passion et on n'a été peu pour une fois. Mais en règle générale, c'est toujours les émissions où nous sommes peu en direct qui sont le plus réécoutées derrière. Et celle-ci, je pense qu'elle ne fera pas exception. Je vous invite donc dans la bulle à aller voir tous les liens que nous avons mis qui vous permettra d'appréhender le travail de Alexandre Boisson. Vous pourrez y voir le travail d'SOS Mairie et nous, SOS Maire, pardon, et nous vous invitons, comme Alexandre, à aller dans vos municipalités, à vous regrouper en liste, même si ce n'est pas pour faire
une liste pour les municipales 2026, mais interrogez vos maires, demandez des comptes, exigez le droit, protégeons à la fois nous-mêmes, mais surtout nos enfants. Et un grand merci à Alexandre Boisson pour le temps qu'il nous a accordé, à qui je souhaite une bonne soirée. Et pour terminer, je vous annonce le programme de la semaine prochaine où nous parlons de démocratie directe et de gratuité, où nous nous poserons la question de l'échange au partage, une question qui n'est pas si éloignée d'ailleurs de ce dont nous avons parlé ce soir avec l'ONG CSA, Civilisation sans argent. La semaine suivante, nous aurons un débat avec Paul-Antoine Martin, qui fait partie de notre comité d'éthique, au même titre qu'Alexandre Langlois d'ailleurs, avec Marc Chinal, où on parlera du burn-out. Est-ce qu'une perversion, est-ce une optimisation sociale? Deux versions qui nous permettront de mieux comprendre les pressions sur lesquelles nous sommes en tension permanente et qui parfois nous entraînent vers un abandon, dont parlait d'ailleurs fort justement tout à l'heure Alexandre, avec ce ventre mou. Dans 3 semaines, nous continuerons les émissions où nous mettrons en avant les assemblées citoyennes locales de Carmeux. La semaine suivante, nous aurons donc 2 listes citoyennes à Bordeaux et à Montpellier qui vont se monter. Bien entendu, toutes ces listes citoyennes sont des listes de démocratie directe avec des intervenants qui, eux, auront plus que aller demander des comptes à leur maire, mais veulent éventuellement arriver à obtenir une gestion de la cité et sans nul doute, ils font appel à la réflexion de SOS Maire dans cette démarche-là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore une fois, merci Alexandre de la justesse de ton propos, merci de ton humanité et de nous avoir fait passer 2 heures que personnellement, j'ai absolument pas vu passer. Merci à Marc et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je termine là-dessus. Au revoir à tous.